Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence en ligne. Le webinaire de ce soir donc, est consacré à un élément technique des systèmes mode de conduite à taille mécanisée, le palissage. Et donc je vous propose ensemble qu'on fasse un point assez rapide, finalement, une demi-heure de présentation de ma part sur des points essentiels, des choses à retenir, et puis 15 minutes de questions pour revenir sur des points qui vous auraient interpellé ou des choses que je n'aurais pas abordées parce que je vais peut-être pas pouvoir parler de tout ce, ce dont on peut parler sur ce sujet. Vous avez effectivement, comme l'a mentionné Régis, un chat et puis une boîte à questions dans laquelle vous pouvez déposer vos questions pour que Régis, notre animateur, puisse les répertorier, les rassembler et éventuellement voilà, simplifier, en tout cas avoir une vision d'ensemble de l'ensemble des sujets sur lesquels il peut y avoir des questions. Donc ce que je vous propose, c'est de démarrer dès maintenant. Voilà, le nombre de participants augmente petit à petit, on est à 45, c'est très bien. Et donc, pour parler de la taille mécanique, c'est une présentation qui est issue de notre propre expérience et de nos observations dans différents vignobles. Je vais commencer par vous exposer un petit peu en différentes étapes ce que je veux aborder et pourquoi je veux commencer par ces étapes pour vous amener vers le palissage. C'est revenir d'abord sur le principe d'un système en cordon libre à taille mécanisée, de bien identifier quelles en sont les contraintes aussi en termes agronomiques et en termes physiques, de vous montrer un petit peu ce qu'il faut éviter et quel peut être le rôle du palissage justement pour éviter les petites erreurs. Et puis enfin, voilà, d'intégrer finalement ces conseils et finalement le cahier des charges d'un bon palissage dès la plantation. Ce sera en fait les principaux messages qu'on pourra retenir. Donc pour démarrer sur le principe d'une taille mécanique en cordon libre, le principe donc c'est vraiment une mécanisation très poussée dans laquelle on veut une optimisation du passage des machines, ce qui implique notamment, quand on parle de taille mécanique et de mécanisation, de ne pas avoir de piquets qui fassent obstacle dans la zone de coupe de la machine. J'y reviendrai, mais ça permet d'avoir un travail linéaire de la machine. Ne pas avoir de piquet au-dessus du cordon, ça implique pas de relevage, hein. Donc pas de relevage, ça veut dire un port assez ouvert comme vous le voyez sur l'illustration ici, avec des rameaux qui partent dans toutes les directions et surtout sur le côté. Second principe, c'est vraiment limiter la reprise manuelle, hein, puisqu'on va avoir une certaine maîtrise de la charge en bourgeon. On n'est pas complètement sur une non-taille, donc il y a quand même une action de taille. Cette action de reprise manuelle doit être limitée pour des raisons d'optimisation économique, mais aussi dans le principe même de la taille mécanisée, qui est une taille finalement aléatoire, dans laquelle on va simplement réguler la charge en bourgeon et réguler le vieillissement du bois. L'objectif de ces systèmes, c'est d'obtenir une régularité dans le travail, une régularité pour avoir un gain de temps pour la machine, un gain de temps pour la reprise manuelle et une meilleure maîtrise de la charge en bourgeon. Tout ça parce que si effectivement les systèmes ultra mécanisés s'adressent avant tout à des systèmes plutôt productifs, hein, on n'est pas là pour faire a priori du 50 hectolitres par hectare, mais plutôt du 100-120. Ça ne veut pas dire qu'on s'autorise une charge en bourgeon illimitée et on a tout intérêt à réguler un petit peu la production. Les contraintes, c'est que justement, voilà, quand on a une charge en bourgeon très élevée au vignoble, eh bien, ça se traduit en général, si la fertilisation, si l'irrigation sont adaptées, par une charge en raisin supérieure à ce qu'on peut avoir sur un système classique. Et donc une charge qui va peser sur tous les éléments du palissage et sur les pieds de vigne,
donc qui peut entraîner des déformations. Et comme vous l'avez compris, ce qu'on cherche plutôt à obtenir pour l'efficience des machines, pour l'efficience du travail, etc., c'est quelque chose de très rectiligne, le plus droit possible. Donc le palissage doit être adapté pour supporter cette charge et conserver un état rectiligne. Qu'est-ce qui va jouer aussi sur cet état et sur la déformation un petit peu du rail qu'on souhaite établir? C'est le vieillissement du cordon et son élargissement qui vient pour le coup du mode de taille, où on ne contrôle pas tout, mais on contrôle partiellement chaque hiver le vieillissement du cordon. Donc ça induit année après année un certain élargissement qu'il faut quand même modérer et contrôler pour éviter justement qu'après que le cordon soit exposé aux coupes des machines et qu'on perde finalement l'intérêt d'un système très rectiligne. Le débit de chantier, c'est aussi une forme de contrainte parce que c'est un système donc qui est établi dans un cadre économique contraint où on cherche absolument à réduire le temps de travail. Donc tout ce qui va permettre un travail plus régulier et plus rapide va être favorable. Et enfin, dernier point qui n'est pas tellement lié avec la taille, c'est dans ces systèmes à taille mécanisée, en VIE, puisque c'est aussi le sujet aujourd'hui, et VIE, donc vignoble intensif et économique, éco-responsable, ou innovant et éco-responsable, il y a ces notions d'intensivité de la production et de réduction des intrants, donc la possibilité de travailler à l'intercept dans un système où il va y avoir beaucoup de piquets, où il va y avoir éventuellement de l'irrigation, etc., c'est à réfléchir pour se projeter en fait dans des systèmes sans herbicides. Donc voilà pour les contraintes. Donc ce qu'il faut éviter, c'est tout ce qui va finalement réduire la performance de l'alignement. Donc c'est la torsion des pieds sous l'effet de plein de facteurs comme le vent, comme la charge en raisin. Et un pied donc qui subit une torsion, ça va l'exposer aux organes de coupe des machines qui sont quand même très très près de la végétation, en tout cas du bois. Évidemment, une exposition trop proche, c'est une découpe et c'est une perte de rendement. Les crosses sur le cordon, même principe. Une crosse sur le cordon, j'en montrerai un exemple tout à l'heure, c'est un alignement imparfait, c'est-à-dire c'est quelque chose qui dépasse de l'alignement horizontal du cordon qu'on cherche à établir. Et donc, ça ne va pas permettre de laisser les organes de coupe aussi bas qu'on pourrait le souhaiter. Donc, on va établir le palissage et monter le pied de sorte à éviter les crosses sur le cordon. Le fait d'avoir une vague sur la longueur du rang, donc qui résulterait d'une mauvaise tension du fil porteur par exemple, ça va donner un travail irrégulier des machines qui vont à certains endroits donner mettons 2 yeux francs coupés par la machine et à d'autres endroits 3, 4 ou 5, et donc il n'y a aucune gestion pour le coup de la charge en bourgeon et une difficulté de gestion de la reprise manuelle où on est tenté de faire un petit peu tout pareil. Dernier point qu'il faut éviter, en tout cas que j'ai choisi de lister ce soir, c'est la fragilisation des piquets de tête et l'inclinaison latérale qui ne va pas faciliter l'utilisation de la machine, puisque une machine qui travaille aussi près du cordon, voilà, on ne va pas avoir envie de l'ajuster manuellement ou même automatiquement. C'est pas facile à ajuster en permanence si on a des défauts en latéral. Donc, quelques illustrations pratiques de ce que ça peut donner. Une très forte charge qui peut aboutir à cet effet de vague, et on voit très bien que même si on arrive plus ou moins à suivre la vague avec une machine, c'est pas impossible. D'une part, on va ralentir la vitesse de travail et d'autre part, on sera quand même beaucoup plus irrégulier dans la coupe. Et en plus du fait de la vague et de l'ondulation, on s'expose à des sections en fait du cordon et à donc une rupture de production sur la longueur des rangs. Voici l'illustration d'une crosse, ce que j'appelle une crosse. Donc c'est cet espace ici que vous voyez qui va monter progressivement au-dessus du fil porteur
Pourquoi? Parce qu'ici, en fait, on n'a pas de rayon de courbure dans la formation du pied pour aller rejoindre le suivant. Et donc, on a quelque chose de très vertical qui, en grandissant, c'est bien naturel, va faire une crosse. Et cette crosse, elle va se retrouver dans la zone d'évolution de la machine qui est matérialisée ici par les pointillés. Et donc, forcément, on va être exposé aux organes de coupe. Alors voici une petite illustration sur un site expérimental VIE, Vignoble Innovant Éco-Responsable, où il y a pas mal de très bonnes choses qu'on peut déjà remarquer sur l'implantation du palissage, avec des piquets relativement resserrés les uns des autres, voilà, 4 pieds entre les piquets par exemple, une certaine continuité entre chaque pied, même si c'est pas parfait à chaque fois. Et puis donc une machine qui peut évoluer avec une hauteur de coupe tout à fait raisonnable. En revanche, si on regarde de plus près cette illustration, ce qu'on peut identifier, c'est aussi quelques défauts qui vont jouer en fait sur l'évolution du système et sa moins bonne intégration finalement dans le palissage. Même si ce n'est pas un défaut strictement lié à l'établissement du palissage, on va voir, puisque le but en fait du palissage dans ce système, ce mode de conduite à taille mécanisée, c'est d'avoir en fait toute la production au-dessus du fil porteur, et tout va être mis en œuvre pour supporter cette production au-dessus du fil porteur. Dès qu'il y a des départs en dessous, tels qu'ils sont matérialisés ici avec les flèches, alors je ne les ai pas tous matérialisés, mais disons que voilà, ça fait un certain nombre de départs potentiels de végétation qui ne seront eux jamais pris par la machine, donc ils ne seront pas mécanisés, qui induisent une charge en bourgeon supérieure et surtout une charge en bourgeon qui finalement va prendre beaucoup de flux, beaucoup de vigueur des pieds de vigne dans l'alignement du pied de vigne et donc qui ne va pas permettre d'avoir une régularité de production le long du cordon. Ça, c'est important parce que si effectivement on met tout en place au niveau matériel sur le palissage pour avoir quelque chose de régulier, de costaud, qui tient, qui est rigide dans la longueur, dans la largeur, si on a ce genre de défaut au niveau du matériel végétal, finalement c'est plus dur d'obtenir la régularité qu'on souhaite en termes de production le long du cordon. Donc voilà, hein, pour matérialiser la ligne de coupe potentielle, si la machine était sur le rang d'à côté, bien sûr, hein, et donc l'impossibilité d'aller intervenir sur ces éléments. Concrètement, vu de plus près ou différemment, vous voyez ici quelque chose qui a priori se présente plutôt bien puisqu'on a une forme de rayon de courbure sur le fil porteur, hein, qui est plutôt pas mal. Par contre, le fait d'avoir laissé des rameaux en dessous du fil porteur, donc en dessous de ces éléments du palissage qui forment le rail, eh bien, ça induit quoi? Ça induit que voilà, il y a beaucoup de puissance, de vigueur du cep qui est prise en dessous, sur les côtés, derrière, et donc qui induisent une hétérogénéité de vigueur le long du cep. On voit qu'on a des rameaux de bon diamètre dans l'alignement du pied, et puis après, beaucoup plus de petits rameaux et donc quelque chose d'irrégulier sur la longueur. Donc c'est important parce que le pied de vigne, en fait, c'est un des éléments qui va faire la rigidité du palissage, en dehors du fait, bien sûr, que comme on vient de le dire, évidemment, c'est lui qui donne la production et on souhaite une production la plus régulière possible le long du pied, hein. Donc, ce qui est bien en question, c'est, outre ces aspects de maîtrise du pied de vigne autour du palissage, c'est la rigidité de ce palissage. Cette rigidité, elle se joue à plusieurs niveaux, les amarres, les piquets de tête, le nombre de piquets intermédiaires, hein. Là, vous avez vu sur les illustrations, on est plutôt à 4 qu'à 5 ou 6. Il faut des tuteurs, il ne faut pas faire l'impasse sur les tuteurs parce que sans tuteur finalement, surtout sur des vignes jeunes avec une production importante, eh ben, le pied a tendance
à s'arquer sur le côté et donc peut être abîmé lors des passages des machines. Le fil porteur, donc c'est pareil, il va participer à la rigidité de l'ensemble. Il va falloir donner une très forte tension, donc il faut quelque chose de très costaud, donc on prend du diamètre 30. Et puis la position des piquets par rapport aux souches. Alors ça, c'est des éléments à discuter au cas par cas en fonction des spécificités des vignobles. Certains préfèrent avoir les piquets près des souches pour pouvoir éventuellement venir travailler entre chaque pied de vigne avec un intervalle régulier, alors que quand on a le piquet entre deux souches, et bien finalement on crée des espaces plus petits dans lesquels il est plus difficile de venir désherber mécaniquement si on veut venir un jour désherber mécaniquement. Alors, vous allez me dire, ça n'a pas beaucoup de rapport avec la rigidité du paillissage. Et bien en fait, si aussi, puisque finalement, avoir le piquet sur la souche peut jouer le rôle de tuteur, au moins à un endroit, et donc de rigidifier l'ensemble. Au niveau de l'ancrage, donc c'est ce qui va permettre de supporter la tension sur toute la ligne. Et il est bien évident qu'on parle de système ultra mécanisé, donc on n'a pas forcément intérêt à avoir des rangs courts. Hein. Ça n'aurait pas beaucoup de sens sur des systèmes très mécanisés d'avoir à faire des manœuvres tous les 50 mètres. On vise plutôt des systèmes de production avec des rangs longs, 200, 400 mètres. Pourquoi pas avec des travées intermédiaires, parce qu'il y a quand même des aspects pratiques à prendre en compte, mais en tout cas des rangs longs, donc qui vont devoir supporter une tension sur une longueur importante. Donc, il ne faut pas hésiter à renforcer tous les éléments qui vont permettre de conserver cette rigidité et le côté horizontal en fait du cordon sur lequel se déroule la production. Donc en fait, pour l'ancrage et les amarres, donc on va reporter la hauteur du piquet, par exemple ici 1,10 m pour aller implanter l'amarre, et des amarres très costauds, des amarres de 1,50 m avec des disques de diamètre 150 mm. Quelques détails sur les piquets de tête qui ont aussi leur rôle à jouer dans l'alignement de l'ensemble et la rigidité. On peut, à cause des très fortes tensions subies à l'installation et pendant la culture, avec la végétation, avec le vent, etc., on peut avoir une torsion du piquet de tête. Ça arrive notamment lorsque le fil porteur tire un peu sur le côté. Donc l'alignement au moment de l'installation, c'est crucial pour éviter d'avoir ces configurations en fait qui induisent un petit décalage latéral qui peut s'accentuer. Donc attention à ça. Alors bien sûr, il existe des matériels, des piquets, des systèmes un peu chers, hein, mais qui donnent à la fois la rigidité et l'alignement. Donc par exemple avec des piquets type IPN, hein, des poutres IPN comme ça, et des fixations vignettes inox qui permettent d'avoir un alignement grâce à leur conception en fait, leur conception ISO en fait des deux côtés pour avoir un tirant vraiment centré sur le milieu de la poutre. Alors par contre, c'est un élément de surrenchérissement en fait de la technique puisque ça donne des piquets au coût très élevé. Hein. Sinon, il y a aussi des piquets intermédiaires hein, de section ovale ajourée qui vont pouvoir supporter des charges un peu moindres, mais qui permettent quand même de conserver cet alignement. Quelques autres exemples hein, pour illustrer ce besoin d'alignement et de centrage, notamment sur les piquets de tête. Donc le système Oscar avec mâchoire conique pour tenir la tension. Ça permet de conserver l'alignement, ça ne vrille pas et c'est une meilleure résistance à la tension que les grippes. Le même système est peut-être voilà, installé différemment sur un piquet de tête en bois, donc c'est possible aussi. Ça marche aussi et donc on a quelque chose vraiment au centre du piquet. Au niveau des piquets intermédiaires, alors il y a plusieurs choses à voir. Il y a la tenue latérale, donc qui va dépendre pas mal de l'exposition au vent des parcelles, bien sûr. Donc si on a du vent latéral, ça va être compliqué. Il va falloir vraiment privilégier la longueur et la rigidité. Donc par exemple, 1,60 m, c'est un peu juste pour un piquet qui dépasse de 1,10 m.
Ça peut être suffisant si l'objectif c'est de mettre le cordon seulement à 90. Donc il faut voir en fonction du terrain, en fonction de l'exposition au vent, mais c'est un critère extrêmement important à prendre en compte pour la faisabilité d'une mécanisation régulière. Après, il y a d'autres voilà, critères à regarder sur les piquets intermédiaires pour conserver un système parfaitement aligné, rigide et droit. Vous le voyez ici, hein, c'est l'encoche sur le piquet et le système de fixation du fil porteur au piquet intermédiaire, et j'y reviendrai. Il y a les tuteurs, si on continue dans la liste des éléments du palissage, sur lesquels en fait il faut pas faire d'économie en fait, puisque on a pu constater sur différents vignobles, différentes expérimentations que même voilà un fer à béton comme ça, de diamètre 6 mm, ça peut être insuffisant et on peut avoir une torsion, en fait une courbure qui se crée sous la charge, alors qu'avec un diamètre de 8 mm, on a déjà quelque chose de plus rigide et qui va mieux tenir dans le temps. Après, le tuteur, c'est une chose, la fixation du tuteur au fil porteur, c'en est une autre, et c'est aussi important parce que ça participe évidemment de la rigidité de l'ensemble, super important, et c'est important aussi pour éviter que finalement le tuteur, quel qu'il soit, dépasse du niveau du niveau du fil et donc se retrouve dans la zone d'action des éléments de coupe de la machine. Alors, si ça arrive, en général, ça fait des étincelles et ça fait des frais de réparation sur la machine et puis éventuellement sur la ligne. Donc là, on a l'exemple en fait d'une fixation trop faible. Et alors, c'est pas parce que la fixation est trop faible que ça remonte tout seul. Ça remonte pas tout seul, ça remonte parce que avec la charge, en fait, ça autorise le cordon à s'affaisser et donc indirectement fait remonter le piquet, le tuteur. Quelques éléments pratiques aussi et concrets sur le choix de la fixation au fil porteur. On peut avoir des éléments comme ça qui sont plus faciles de prime abord à installer puisque c'est des clips plastiques qui s'insèrent sur des tuteurs métalliques qui viennent donc permettre de clipser le fil au tuteur avec finalement une pièce supplémentaire. Plastique, alors c'est simple, ça fait gagner du temps effectivement à l'installation. Par contre, on a vu qu'avec le secouage de la machine à vendanger ou le vent latéral, c'est un système voilà, qui peut se décrocher et donc, une fois décroché, qui n'assure plus du tout sa fonction de soutien et donc qui expose potentiellement à des accidents sur le cordon ou sur le piquet. Alors, quelques autres exemples de modes de fixation. Je ne peux pas ici vous dresser une liste à l'après-vert des différents systèmes sur le marché. Simplement, voilà, soyez attentifs et exigeants sur ce critère-là. Ça compte. Ça compte sur les tuteurs et ça compte aussi énormément sur les piquets intermédiaires. Et donc là, il y a différents systèmes de blocage en fait quand on a des pièces encastrées sur ces piquets intermédiaires. Il peut être intéressant de passer un certain temps à consolider finalement le blocage de la pièce qu'on met ici pour le passage du fil porteur avec voilà, une torsion d'un fil métallique supplémentaire, vraiment pour interdire toute déconnexion entre les deux pièces, qui, si elle n'est pas évidente, avec les contraintes subies, notamment lors de la récolte mécanique, peut arriver. Bien sûr, il y a d'autres moyens de faire. Alors, il y a toujours voilà, l'adjonction d'une pièce d'un clip plastique qui peut venir s'encastrer dans une encoche prévue à cet effet sur un piquet. Encore une fois, c'est pratique à l'installation, mais c'est fragile à l'usage. Donc, c'est pas forcément la meilleure solution, surtout s'il y a beaucoup de contraintes sur le palissage.
Vous voyez ici un exemple de fixation donc, qui permet une très très bonne tenue, mais qui est un peu long à mettre en place parce que vous voyez, hein, c'est de la mise en place manuelle et c'est de l'entortillement autour du fil porteur manuel aussi. Par contre, normalement, une fois que c'est fait, ce genre de système est inamovible. Enfin, voilà, des astuces au niveau des gripples pour éviter que ça glisse, pour garder finalement la tension, la torsion au niveau des gripples. Bon, ça, je pense que si vous êtes des praticiens, c'est des choses que vous connaissez et que vous pratiquez. En résumé, peut-être avant d'aborder une partie question, sur ces systèmes de mode de conduite, il faut des rails droits et forts. Alors, pour reprendre une image, en fait, c'est comme un pont suspendu, mais sans les haubans, parce que les haubans seraient forcément une gêne pour l'évolution des machines. Donc, quelque chose de très costaud, droit. La production, finalement, elle dépend pas mal de l'établissement du palissage, parce que si la production elle est contrainte par les accidents sur le cordon, par une coupe trop forte ou une coupe insuffisante, eh ben, on ne va pas avoir la maîtrise qu'on cherche quand même un petit peu à avoir au travers de la taille mécanisée. Donc tout doit être sur le dessus et pratiquement rien en dessous. Ça simplifie énormément l'évolution des machines. Donc ça va permettre d'avoir un certain débit de chantier. Il faut s'imaginer que prendre un rang comme ça de 400 mètres à 1 km/h, ça peut être un peu déprimant de prime abord, hein, de se dire qu'on ne va jamais arriver au bout. Si par une optimisation de l'installation, on double le débit de chantier, 2 km/h, c'est pas énorme, mais c'est déjà beaucoup mieux en fait, hein. On est un peu moins déprimé à l'entrée dans le rang. Et puis alors, quand on a des machines avec des automatismes, eh ben, on va pouvoir encore un petit peu plus augmenter le débit de chantier pour faciliter le travail. Voilà. L'enjeu n'est pas seulement sur la performance, c'est aussi sur la régularité de la production, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Si on a la régularité du rail qui vient du palissage et qui vient de l'intégration du pied de vigne comme élément du palissage pour la rigidité et avec zéro départ en dessous, on va avoir a priori une régularité de la production le long du cordon. Et donc on a un continuum de production plutôt qu'avoir de production et de vigueur plutôt qu'avoir des vagues quelque part sur le long du rang. Enfin, évidemment, ça va permettre une reprise manuelle rapide parce que, je le répète, c'est un mode de taille et un système de production dans lequel on n'exclut pas du tout un minimum de reprise manuelle. Encore une fois, pas comme une taille classique, pas en laissant des coursons, mais simplement pour gérer rapidement à la vitesse d'évolution de la machine s'il le faut, la charge en bourgeon, les rameaux trop longs, par exemple les rameaux couchés qui auraient conservé 7-8 yeux qu'on ne souhaite pas à cette longueur, et limiter le vieillissement du cordon au cœur de souche. Voilà, j'ai été un peu rapide, il y a beaucoup d'éléments qui se recoupent entre l'agronomie, le fonctionnement du pied et les efforts qu'on met au moment de l'implantation du palissage. J'ai pas eu le temps d'intégrer beaucoup d'éléments économiques, mais vous avez bien compris que si on fait vraiment les choses comme il faut, il y a un surinvestissement au départ en fait pour avoir un bénéfice à l'usage de ce mode en fait de taille et d'implantation de la vigne. Donc je vous remercie pour votre attention et je reste disponible pour vos questions. Merci beaucoup Christophe pour cette intervention. Il y a 2 questions pour commencer. J'incite bien sûr tous ceux et toutes celles qui veulent en poser de le faire directement dans la partie questions en haut à droite de votre écran. La première question, c'est dans la pratique, on recommande quelle ligne et quelle hauteur de cordon? Alors, j'ai entendu la fin de la question, mais pas le début. Dans la Quelle hauteur pratique, de... on Ouais, recommande quelle interligne et quelle hauteur de cordon? d'accord. Alors l'interligne, on va dire pas moins de 2,50 m
parce que de toute façon, vous allez avoir de la végétation qui vient vers l'intérieur des rangs. Donc pas moins de 2,50 m. Après, ça peut être plus si vous avez vraiment un très très gros tracteur et que vous voulez pas racheter un tracteur, mais voilà, c'est pas moins de 2,50 m. Et la hauteur du cordon, alors c'est toujours sujet à débat, ça. Là, je vous ai présenté des choses à 1,10 m à peu près. Il faut prendre en compte plusieurs aspects, notamment l'ergonomie au moment de la reprise manuelle. Si la reprise manuelle se fait avec des opérateurs placés, mettons, sur une passerelle derrière le tracteur qui porte la machine de taille, à ce moment-là, ils vont être naturellement plus hauts que s'ils marchaient au sol, et donc la position ergonomique pour donner les quelques coups de sécateur nécessaires à la vitesse d'avancement finalement de la machine, elle sera plus facilement trouvée avec un cordon à 1,10 m qu'un cordon à 90 cm. Et inversement, si on est sûr qu'on n'aura que des opérateurs à pied qui vont passer derrière la machine pour faire un minimum de reprise manuelle, il va falloir prendre en compte cet aspect-là dans l'ergonomie pour éviter que les opérateurs aient trop à se pencher et éviter aussi, mettons, sur des cordons trop hauts, d'avoir à lever l'épaule. Et donc, ce qui peut engendrer finalement après des troubles musculo-squelettiques sur le haut de l'épaule. Donc il y a vraiment cette question d'ergonomie par rapport à la hauteur du cordon. Il y a la question aussi du port de la vigne et du cépage. Par exemple, sur des cépages à port érigé, finalement, il n'y a pas de problème parce que tous les rameaux partent très droit. Sur des cépages à port retombant, finalement, peut-être qu'on va avoir plus de rameaux qui risquent de traîner au sol, même si, voilà, pour ces questions-là, on peut aussi se poser la question de fil de relevage, même si là, on perd un des gros avantages du cordon libre qui est vraiment le minimum d'intervention. Mais en tout cas, ça peut être un des critères aussi par rapport à la hauteur du cordon. Je ne sais pas si ça répond à la personne qui a posé la question ou si quelqu'un veut préciser. Alors pour l'instant, il y a une autre question de la même personne qui demande sur l'itinéraire que tu as présenté, est-ce qu'on a assez de recul pour estimer la longévité des parcelles? Alors, on a du recul, oui, on commence à avoir pas mal de recul parce que le système n'est pas complètement nouveau. Hein, ces systèmes de taille mécanique un petit peu aléatoire entre guillemets avec un peu de reprise manuelle, ça a été pratiqué en Italie depuis plus de 20 ans déjà. Et un des avantages en termes de longévité du pied de vigne, si on met à part évidemment les accidents éventuels des organes de coupe sur le cordon, c'est qu'on n'a pas trop de coupes mutilantes sur du bois, sur du vieux bois, comme on peut avoir sur un guyot par exemple. Donc on a plutôt des petites plaies plutôt que des grosses. Et ça, c'est plutôt favorable dans l'évolution dans la longévité du pied. Après, ce qui va faire la longévité, c'est pas seulement le mode de taille, c'est aussi l'intensité de ce qu'on demande en termes de production. C'est vrai que si on demande 120 hectolitres tous les ans pendant 20 ans, peut-être qu'au bout de 20 ans, voilà, on va toucher une limite. Voilà. Dans la longévité, il n'y a pas seulement le mode de taille, il y a aussi ce qu'on demande et ce qu'on apporte à la vigne chaque année. Donc, mais les évaluations économiques qui ont été menées sur cette façon en fait de produire, elles sont en général sur 20 ou 25 ans, pas plus. Si ça peut résumer les choses. Alors pour l'instant, Christophe, il n'y a pas d'autres questions. J'incite les personnes, s'il y a une question, à la poser maintenant.
Bon, il s'agit d'un webinaire flash, hein, comme on le dit, donc qui est très rapide. Le but du jeu est de montrer un point précis d'un itinéraire technique. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous rappelle que ce webinaire sera donc disponible en replay demain à partir de 12 heures sur le site vignevin.com, donc de l'IFV, et bien sûr ensuite sur le site vignevinoccitanie.com. Bah, écoute Christophe, je ne vois pas d'autres questions. Je pense que nous avons donc terminé ce webinaire. On vous remercie tous de votre attention et de votre participation. Merci. Ok, merci à vous.